Notre invité du jour, Stéphane Paris, gérant de fonds chez Promépar. Bonjour Stéphane. Bonjour Anne-Laure. Avec vous ce matin, on fait le tour de l'actualité économique et des marchés. Et si vous le voulez bien, on va commencer par le statu quo de la Fed, qui a laissé ses taux directeurs inchangés et qui, dans son communiqué, a fait une petite phrase sur l'inflation, à chacun d'interpréter à sa façon. Donc, quelle est votre interprétation? Voilà, alors effectivement, statu quo qui était largement attendu, comme vous l'indiquiez dans vos titres. On a déjà eu 6 hausses de taux depuis décembre 2015. La dernière remonte à mars. Là, la probabilité avant la réunion pour une augmentation était très faible, puisqu'on attend, les économistes qui étaient interrogés attendaient plutôt à 94% une hausse au mois de juin. Donc on attendait surtout finalement le communiqué. Cette réunion n'a pas donné lieu à une annonce de presse, ni à une séance de questions-réponses, mais simplement à un communiqué officiel qui est assez laconique et finalement donc qui laisse un peu de place à interprétation. Ce qu'on relève dans ce communiqué, c'est que la Fed maintient une vision assez favorable sur l'activité économique américaine, même si elle a constaté un petit coup de mou au premier trimestre, surtout lié à la consommation des ménages. Mais elle note par ailleurs que l'investissement des entreprises est lui très dynamique et surtout que le marché de l'emploi reste extrêmement robuste. On aura les chiffres de l'emploi vendredi. Le taux de chômage devrait tomber à 4% probablement. Donc tout ça, ça va dans le bon sens, ce qui fait que ça, plus le fait que l'inflation est effectivement en train de converger vers sa cible de 2%. Les derniers chiffres, l'indicateur préféré de la Fed était ressorti à 1,9, donc très proche. Donc la Fed indique qu'elle a les moyens de continuer à relever ses taux, ce qu'elle devrait continuer à faire. Et donc elle a simplement indiqué dans son communiqué un petit mot, le mot symétrique, que les analystes essayent de comprendre en disant ça veut dire que la Fed pourrait accepter que l'inflation soit un peu en dessous, voire un peu au-dessus de cette cible de 2%, ce qui peut être interprété comme une forme d'accommodation. Voilà, si c'est un peu au-dessus, c'est pas pour autant que la Fed pourrait relever trop durement ses taux. C'est justement cette crainte de regain inflationniste et de surchauffe de l'économie américaine qui a fait monter les taux américains, les taux longs au-dessus de 3%. Est-ce que désormais, dans ce contexte, ça pourrait aller plus haut et quelles sont les conséquences sur les marchés, on l'a vu sur le dollar notamment, ça a permis au dollar de s'apprécier. Alors, c'est vrai que les conséquences sont multiples, mais alors est-ce que ça peut aller plus haut? Oui, ça peut aller plus haut. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que les taux longs, le taux à 10 ans, lui ne tient pas compte que de la politique monétaire de la Fed, mais aussi du niveau de croissance et d'inflation à long terme. Et vous avez même un phénomène assez intéressant. Certains disent même inquiétant, qui se produit aux États-Unis, où vous avez un écart de rendement entre les taux à 2 ans et 10 ans qui est en train de s'affaiblir, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir la Fed qui d'un côté a une politique monétaire qui est en train de se durcir un petit peu, et de l'autre des anticipations de croissance, non pas pour 2018, là on n'a pas trop d'inquiétude, mais pour 2019 et au-delà, qui ralentiraient. Et donc certains vont jusqu'à dire que la Fed est en train d'agir un peu à contre-temps. C'est pas forcément notre avis pour l'instant, donc elle mène plutôt bien sa barque. Alors par contre les conséquences effectivement de ces taux à presque, autour de 3%, par rapport par exemple en zone euro où le Bund est lui à 0,60, on a un écart de 240 points de base qui est absolument historique. Il faut remonter à plus de 30 ans pour voir ça, et encore. Donc ça a forcément un impact sur le dollar. Donc cet euro-dollar qui était monté à 1,20 et même jusqu'à 1,25 au cours du premier trimestre, là on sent quand même que cet écart de rendement entre les deux zones finit par être tellement important que ça pèse sur l'euro, ça favorise le dollar, ce qui n'est pas forcément une très mauvaise nouvelle pour les entreprises en Europe. Et d'ailleurs, les marchés finalement semblent en avoir tenu compte, puisqu'on a eu des performances d'indices boursiers en Europe nettement plus intéressantes pour une fois, j'ai envie de dire, au mois d'avril qu'aux États-Unis. Parce qu'on a vu, on reviendra plus tard sur les résultats des entreprises, mais on a vu beaucoup d'entreprises françaises et européennes justement avoir des différences de progression de chiffre d'affaires et de résultats à cause des effets de change négatifs. C'est vrai, ça pèse. Alors elles utilisent des moyens de protection, de couverture contre le risque de change, mais forcément ça pèse sur le résultat. L'accélération de la hausse de l'euro courant 2017 et même au courant du premier trimestre 2018 a été quand même assez importante. Et c'est une des raisons qui explique que les publications du premier trimestre soient plus favorables aux États-Unis, parce qu'on est pour l'instant, pour ce qui a été publié, autour de plus 23% par rapport au même trimestre 2017, alors qu'on est plutôt pour l'instant, encore une fois, autour de plus 15%
en zone euro. Donc il y a un impact de devise, c'est sûr. Donc c'est pour ça que si cet écart de rendement se maintient et qu'on peut avoir un dollar qui reprend un petit peu de vigueur, oui, c'est plutôt une bonne chose. Ça nous va pas plus mal. Ouais. Justement, passons en zone euro et retournons en Europe. Donc comme je l'annonçais, il y a un petit coup de mou au premier trimestre sur la croissance en zone euro, 0,4% au lieu de 0,7% au dernier trimestre 2017. C'est la fin de la partie en Europe, vous pensez, ou c'est juste une pause? Alors, c'est un vrai débat actuellement. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de quoi avoir de crainte. Alors, certains économistes jugeaient qu'en 2017, on était en train d'atteindre un niveau qui était supérieur au potentiel de croissance. C'est-à-dire qu'on allait un petit peu trop vite par rapport au marché de l'emploi, au potentiel de productivité de la zone euro. C'est vrai qu'on a eu des très bons chiffres en 2017. Donc, il y avait un rattrapage qui était attendu. Alors, certes, les chiffres ont été un peu décevants, mais ils sont ressortis, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, au niveau qui était attendu finalement par les économistes. Alors, il y a eu des éléments ponctuels. On a eu des conditions climatiques assez défavorables au premier trimestre. On a eu des grèves en France, mais aussi en Allemagne qui ont pu peser. À partir de début mars, il y a aussi les menaces protectionnistes de Donald Trump qui ont pesé notamment sur le secteur de l'industrie. Et puis, on en parlait à l'instant, aussi le niveau relativement élevé de l'euro par rapport au dollar. Donc, il y a un certain nombre de ces facteurs qui sont quand même plutôt ponctuels. On a vu également que les indicateurs avancés se sont légèrement tassés, donc ça va de pair avec ce qu'on voit dans l'économie réelle. Simplement, ils étaient également sur des niveaux très hauts. Là, ils refluent un tout petit peu, mais ils restent sur des niveaux élevés qui sont donc en zone d'expansion finalement, qui sont compatibles avec une poursuite de la croissance en zone euro. Les derniers chiffres, si on regarde l'OCDE et le FMI, pointent vers une croissance en zone euro pour 2018 entre plus 2,3 et plus 2,4%. Donc pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est vrai que j'allais vous dire, les marchés actions ont très peu réagi à ces chiffres hier. Ils sont plutôt portés, en tout cas en Europe, par les résultats trimestriels et également aux États-Unis. Donc on peut faire un point justement sur les marchés actions. J'en parlais dans l'édito, effectivement, ces rachats d'actions de 800 milliards de dollars, c'est quand même énorme. On se dit qu'il vaut mieux avoir des actions américaines en portefeuille dans ces conditions. Alors oui, en théorie financière, en tout cas, les rachats d'actions ne sont pas censés stimuler le cours de bourse, puisqu'en fait finalement c'est de la trésorerie qui sort du bilan de la société. Donc toute chose égale par ailleurs, normalement c'est pas censé favoriser. Alors après c'est vrai que c'est quand même un signal de confiance lorsque la société rachète ses actions, ses propres actions. Et donc là on parle effectivement de montants très importants qui sont évidemment liés à la réforme fiscale de Donald Trump. Et de confiance ou de manque d'idées d'investissement. Alors voilà, c'est ça. C'est pour ça que les marchés pour l'instant sont éberlués par ces montants-là et voient ça de manière plutôt positive. Mais finalement quand on rachète ses propres actions, c'est aussi qu'on ne trouve pas d'idées plus rentables et que par défaut on achète ses propres actions. Et puis vous venez de le dire, il me semble que c'était pas du tout l'objet de la réforme fiscale américaine. Non, alors ça revienne tout aux actionnaires. C'est vrai qu'il y a quand la réforme fiscale a été votée au mois de décembre, il y avait plusieurs effets qui étaient attendus par les économistes. Un qui était assez vertueux, c'était que finalement ça revienne sous forme d'augmentation de salaire ou de primes exceptionnelles aux salariés pour essayer de doper un petit peu la consommation des ménages. Mais bon, de manière un peu moins naïve, les économistes pensaient que quand même ça allait surtout se faire sous forme de rachat d'actions ou de dividendes exceptionnels. Et c'est ce qu'on a vu par exemple avec le cas d'Apple. Non, c'est sûr. Et donc du coup, cette période de résultats, vous trouvez que c'est plutôt positif. Alors plus 23%, c'est sûr, aux États-Unis, mais même en Europe, moi je ne pensais pas qu'on était à 15%. Je suis plutôt. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'en fait, il y a moins de sociétés qui ont publié en Europe. Donc en fait, et comme les différences sectorielles sont assez importantes, on devrait quand même se tasser un petit peu et peut-être finir plutôt aux alentours de 10. Pour l'instant, ce qui a été annoncé, c'est plutôt 15. Mais effectivement, on voit bien l'impact de la réforme fiscale qui dope temporairement les résultats aux États-Unis, sachant que sur l'ensemble de l'année 2018, les bénéfices par action sont attendus en progression de plus 20%. Alors pour terminer dans ce contexte, qu'est-ce que vous nous recommandez justement sur les marchés actions? Plutôt les actions américaines, les actions françaises ou pas du tout de marché actions? Alors nous, c'est vrai que ça faisait longtemps, peut-être un peu trop longtemps, qu'on avait tendance à privilégier les actions européennes en pensant que la tendance en termes de dynamique allait être plus favorable. C'était sans compter sur l'euro qui s'est envolé et qui a un peu été un grain de sable dans le rouage ces derniers mois. Donc on maintient un biais globalement positif sur les actifs risqués, dont les actions, mais avec toujours une petite prédilection évidemment pour les actions en zone Europe. D'accord. Merci beaucoup Stéphane Paris, gérant chez Promépar.